c'est l'heure de l'info-flash du Bouboub. Petit épisode de courte durée sur un sujet bien précis pour toujours allaiter, en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la petite tétée. Épisode un peu spécial puisque c'est la première fois qu'on se retrouve avec vous et Cassandre en ce début d'année. Alors on avait à cœur de vous souhaiter une bonne santé, mais surtout des bons nénés. Et d'ailleurs, en parlant de bons nénés, ça va toi tes seins, Cassandre, entre les allaitements, les grossesses? Moi là, vu que j'allaite toujours Simone, je pense que ça va, mais une fois que je vais arrêter, je pense à devenir des petits gants de toilette, comme à l'arrêt de l'allaitement de Marin. Et toi, Hélène? Alors moi, ça va. Moi, j'ai arrêté d'allaiter cet été. Écoute, est-ce que c'est une question qu'on se pose, ça, que les seins, ils sont abîmés après l'allaitement? Franchement, moi, j'ai plusieurs copines qui, après 3 grossesses, pas forcément des allaitements, mais veulent se refaire faire la poitrine. Alors, on va en parler aujourd'hui. C'est l'heure de la petite tétée avec tes beaux nénés. Sachant que 52% des pères de bébés non allaités pensent que l'allaitement maternel abîme la poitrine, contre seulement 22% de pères de bébés allaités. Alors, a priori, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Bon, alors, on parle des pères. Est-ce qu'on leur a demandé leur avis sur notre poitrine? Dans ce cas-là, oui. Mais que un conjoint qui est confronté à sa conjointe allaitante se rend compte, va moins dire que l'allaitement a abîmé la poitrine qu'un conjoint qui n'a pas vu sa femme allaiter. Donc, quelqu'un qui n'y connaît rien, visiblement, va dire oui, ça abîme les seins. Alors que quelqu'un qui l'a vécu va dire que non. Donc, c'est évidemment subjectif, mais ça montre quand même que, a priori, peut-être que on pense plus. C'est un préjugé. Que c'est vrai. Voilà, c'est un préjugé, c'est ça le mot, que l'allaitement abîme la poitrine. Mais est-ce qu'on a d'autres données là-dessus? Oui. En effet, les variations hormonales et l'allaitement stimulent la glande mammaire. Après la grossesse, la glande mammaire diminue en volume, entraînant parfois une hypotrophie, donc une réduction en gros, mammaire, qui modifie la forme et la densité des seins. On appelle ça la ptose mammaire. C'est un grand mot poétique pour parler de la chute des seins en forme de gants de toilette, de poire, de tout ce que tu veux. Mais en fait, c'est pas vraiment l'allaitement, c'est surtout la grossesse qui va entraîner cette ptose. En fait, avec cette glande mammaire qui gonfle et cette prise de poids, ça fait gonfler les seins, et il y a aussi parfois un relâchement d'élasticité de la peau. Et c'est tout ça qui, après l'accouchement ou après l'allaitement, en fait, c'est quand la glande mammaire involue, qu'on est allaité ou pas, que on va pouvoir constater cette ptose. Et il y a également d'autres facteurs qui vont intervenir. Ça va être dépendant de l'âge de la mère. Plus on est âgé, plus les seins tombent, mais ça s'appelle la gravité. Un IMC élevé également, c'est donc un poids plus important, et également une prise de poids plus importante au cours de la grossesse. Également, c'est proportionnel au nombre de grossesses, c'est-à-dire que plus on fait d'enfants, plus les seins tombent. Donc voilà, la taille des seins pré-grossesse, j'ai parlé d'IMC, mais ça peut aussi être une forte poitrine avant la grossesse, a un plus grand risque de ptose mammaire. Et également, le tabagisme est un facteur de risque. Peut-être parce qu'il joue sur l'élasticité cutanée. Ouais. Donc en effet, c'est des facteurs de risque significatifs de ptose, donc de chute mammaire après la grossesse. Et spoiler alerte, ce risque de ptose mammaire augmente avec chaque grossesse, comme Hélène vient de le dire. Mais l'allaitement maternel en soi n'est pas un facteur de risque indépendant. Donc rassurez-vous, quoi qu'il arrive, que vous allaitiez ou non, vos nénés vont tomber. Alors bon, voilà, ça tombe, mais encore une fois, pas tant que ça. Je me permets juste parce que moi, avant mon premier bébé, je me rappelle que j'étais enceinte, j'étais avec des copines de mon mari, que j'adore, mais on parlait allaitement, j'avais projet d'allaiter, elle me disait « Ah non, mais horrible !» Et puis là, ça s'était mis à chercher sur Internet, seins qui tombent, et ça m'avait sorti des photos, mais vraiment affreuses et tout. Vraiment, après 2 allaitements longs, tout va bien, les gars. Donc, je pense que j'ai une petite poitrine. J'ai pas pris beaucoup de poids pendant les grossesses. Il y a tous ces facteurs de risque qui jouent. Mais en soi, ce n'est pas une fatalité. Alors après, il y a quand même, malgré tout, cet effet, ça c'est vrai, c'est ressenti. Après l'allaitement et après la grossesse, on a l'impression d'avoir des plus petits seins. Et ça, c'est normal. On l'a dit, la glande mammaire, elle se développe. Alors déjà, vous avez peut-être eu l'impression d'avoir des plus gros, donc forcément, on a des plus petits, mais même par rapport à avant. Mais ça, en fait, il y a moins de, la glande, elle involue vraiment, elle se met à disparaître. Et il y a cet effet, plus petit sein. Mais ça revient à la normale, en fait, en général, au bout d'1 an. Puisqu'en fait, il y a la masse adipeuse du sein qui va se redévelopper. Et donc, en gros, le sein se redéveloppe. Donc, il y a un effet un peu gant de toilette après l'allaitement, mais qui revient normalement à la normale. Avec plus ou moins de tombées. Et ça, c'est l'élasticité de la peau. Ouais.
Donc, on a posé quelques questions à notre chirurgienne préférée plastique. Bon, c'est la seule qu'on connaisse en vrai, mais on l'adore. Donc, il y avait une première question, c'est est-ce que c'est une demande fréquente en postpartum, en post-allaitement, de vouloir se refaire faire la poitrine ? Alors oui, c'est une demande hyper fréquente. On a deux types de demandes. On a les poitrines de petit volume qui tombent et donc pour lesquelles on peut proposer une remise en tension de la poitrine, soit par une augmentation, soit juste par une mastopexie, ou les grosses poitrines qui tombent, qui là peuvent être là aussi remises en tension par une mastopexie sans modification du volume, ou réduite et donc en même temps remontée là aussi. Et est-ce que les femmes évoquent leur allaitement dans ces cas-là ? Les allaitements sont toujours évoqués puisque c'est une question qu'on pose systématiquement. C'est un facteur important à connaître avant toute chirurgie. Et c'est aussi un facteur important à notifier dans la mesure où on doit connaître le statut parental des parents avant toute intervention et puis surtout leurs envies de nouvelles grossesses et ou pas de nouveaux allaitements. Auquel cas, il vaut mieux différer la chirurgie mammaire de quelques mois, voire de quelques années, si il persiste un projet grossesse-allaitement dans les années à venir. Ça n'empêche que lorsqu'une poitrine a déjà été opérée lors de l'adolescence ou chez des patientes de jeune âge et qu'elles ont après ça une grossesse avec allaitement ou non et que la poitrine est modifiée, un petit peu abîmée, on peut proposer une chirurgie secondaire qui va à nouveau la remonter ou à nouveau la réaugmenter. Mais voilà, on peut toujours proposer des choses. Il y a énormément de possibilités et de solutions sur les chirurgies de la poitrine. Donc on a un panel un éventail chirurgical très important. Bien sûr, on aura un épisode complètement dédié à la chirurgie mammaire, ne vous inquiétez pas, donc avec le docteur Eva Brulois. Alors, on peut donner des petits conseils pour limiter les dégâts. Encore une fois, bon, c'est personne dépendant, mais on peut faire des petites choses. Toujours avoir dégâts entre guillemets. Oui, alors dégâts, oui. La transformation en de ton soi, corps après avoir donné la vie. Ouais, parce que là, on dit la poitrine revient pas forcément à la normale, le corps non plus. On sait qu'après un accouchement, on a les hanches qui sont plus écartées. Enfin, bon, c'est pas grave, c'est grave, je ne sais pas, mais c'est juste la vie qui fait qu'on n'aura pas toute la vie le physique de nos 18 ans et c'est normal. Donc des petits conseils, un bon maintien adapté, donc on parle de soutien-gorge évidemment. Donc vraiment pendant la grossesse, dès la grossesse, un soutien-gorge qui va s'adapter à l'évolution de la poitrine et pendant l'allaitement et après. Voilà. Une bonne hydratation aussi, au moins 2 litres d'eau par jour pour remplir tes cellules d'eau et favoriser une bonne élasticité. On peut prendre aussi des compléments à base de collagène. Ça peut aider aussi pour au niveau cutané. C'est compatible avec l'allaitement. Voilà. On dit collagène, alors je le dis parce qu'on me demande souvent, c'est des précurseurs de collagène. Mais voilà, on dit collagène pour que ça aille plus vite. Faire du sport, parce que forcément, par le muscle, en fait, ça permet de maintenir l'élasticité de la peau. Voilà, puis par l'effet de la gravité, ça va les muscler encore plus. Et toujours important d'avoir un bon maintien. Même une brassière de sport, il faut vraiment un très bon maintien. L'important, c'est d'hydrater aussi bien sa peau. Donc, si on allaite toujours, une hydratation compatible avec l'allaitement. Et après, il n'y a pas vraiment de recette miracle, désolée, mais déjà, si on fait ces petits gestes-là, je pense que ça peut aider. Et aussi, on a demandé à notre dermatologue préféré quels sont ses conseils pour avoir une peau plus ferme, plus tonique, surtout au niveau de la poitrine. Alors, les beaux nénés, j'adore cette question parce que c'est vrai qu'on aurait tendance à penser que la fonction primaire du sein, c'est d'allaiter, et c'est vrai, mais il y a aussi toute une autre dimension sur les seins qui rentre en compte dans notre sensualité, notre sexualité, qui fait que c'est un organe où on investit aussi beaucoup sur l'apparence et
on s'en sert un peu comme d'une parure, donc c'est vrai que c'est important et c'est quelque chose qui rentre beaucoup en compte dans la question de est-ce que je vais allaiter ou pas, qu'est-ce que je vais perdre, quels sont les risques quand j'allaite. Quand on parle de la peau des seins, on est vraiment sur un tout petit pourcentage de la surface cutanée totale et on est sur une peau qui est relativement fine, qui fait en moyenne entre 0,9 à 2,5 mm, donc vraiment très fin. La peau, c'est un organe, et c'est un organe qu'on regarde dans la globalité. On va avoir des particularités de cet organe qui vont se manifester sur l'intégralité de l'organe, et on va avoir des spécificités qui vont être topographie dépendante. C'est pour ça qu'on va parler de dermatose faciale, de dermatose palmoplantaire, et on va aussi avoir des particularités au niveau mammaire. Pendant la grossesse, on va avoir des facteurs de croissance, des modifications immunologiques et hormonales qui influent sur tous les organes et la peau n'échappe pas à cette métamorphose. La modification la plus fréquente, c'est la pigmentation qui touche 9 patientes sur 10. De base, on a une pigmentation qui est prédéfinie génétiquement. Ça nous offre une couleur de cheveux, une couleur de peau, une couleur des grains de beauté qui est relativement uniforme, une couleur des yeux, et puis la pigmentation des organes génitaux et des seins qui varie d'un individu sur l'autre. Bien souvent, si on est blond, si on est roux, on va avoir des aréoles mamelonnaires qui sont plutôt rosées, des grains de beauté plutôt cuivrés. Et si on est plutôt brun, on va avoir une aréole mamelonnaire qui va plutôt être brune. Pendant la grossesse, on a 3 femmes sur 4 qui vont voir une modification de la pigmentation de l'aréole mamelonnaire. L'aréole mamelonnaire, c'est la zone autour du téton. L'hypothèse avancée, et j'adore cette hypothèse, c'est que la pigmentation va permettre au nourrisson qui a une vision qui est vraiment très pauvre initialement, de visualiser le contraste et de pouvoir prendre le sein plus facilement. On nous pose souvent la question de ce qu'on peut faire pour la pigmentation, quand est-ce que ça part, comment gérer la pigmentation. On veut beaucoup contrôler les choses. Alors cette pigmentation, déjà, on va commencer par dire que c'est souvent très joli. On a tendance à accueillir avec difficulté certains changements et surtout quand ils sont aussi rapides que pendant la grossesse. Mais cette pigmentation, en soi, si on la questionne, elle est absolument pas disgracieuse. Cette pigmentation, elle est vraiment sous influence de beaucoup de choses intrinsèques, comme le code génétique, comme les hormones qu'on subit pendant la grossesse. Et en fait, on ne peut rien faire sur ça. Et ça régressera dans les mois qui suivent la naissance, plus ou moins rapidement, plus lentement si on allaite. On a tendance à pigmenter beaucoup plus jusqu'à la fin de l'allaitement. Et c'est comme la ligne brune en fait. La ligne brune, elle monte pendant la grossesse, puis elle descend dans le postpartum. Chez certaines femmes, on va avoir une pigmentation qui va être inhomogène au niveau du mamelon. Et ça peut être dû dans certains cas à un phénomène extérieur de friction. Donc la friction par un soutien-gorge un petit peu trop serré ou le bord libre du bonnet qui frotte contre le mamelon selon la forme du sein, la taille du mamelon. Donc ça, on peut jouer sur ça en adaptant le port de soutien-gorge si on en porte un et qui soit vraiment dans une matière qui apporte le moins de friction possible et qui soit plus couvrant, c'est-à-dire qui couvre complètement le mamelon et qui coupe absolument pas le mamelon. Mais vraiment, si la pigmentation, c'est quelque chose qui vous inquiète pendant la grossesse, pendant le postpartum, dites-vous que la plupart du temps, ça régresse complètement. Et si ça régresse pas complètement, ça s'atténue énormément. L'autre question que tu m'as posée, et c'est une question qui revient très fréquemment, c'est ces fameuses vergetures. Donc la vergeture, c'est une zone de fragilité cutanée qui intervient en cas de variation trop brutale du volume des seins. Et c'est vrai que pendant la grossesse, les seins ont tendance à varier beaucoup de volume en début de grossesse et puis après au moment de la montée de lait pendant le postpartum. Et d'ailleurs, les seins sont bien plus sujets aux vergetures que le ventre. Et ça peut intervenir même pendant l'adolescence, au moment de la poussée mammaire, de la croissance mammaire. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément en lien avec la grossesse. On entend souvent dire qu'il faut huiler. En réalité, ce qu'il faut, c'est de masser. C'est vraiment le massage qui est important, pas vraiment le fait de huiler.
On choisit une huile qu'on aime et ça c'est important. On va choisir une odeur et une texture qui est agréable et qui va amener à une application qui sera plus régulière et on prendra beaucoup plus de plaisir à appliquer la crème. Et puis parfois en réparation, quand les vergetures sont là et qu'on a un peu du mal aussi, ça vient amener une certaine réconciliation. C'est un geste de réconciliation avec cette zone-là qui est aussi, à mon sens, très importante pour se réapproprier son corps. Il paraîtrait que l'huile de pâquerette, le macérat de pâquerette, a montré une certaine efficacité sur la fermeté de la peau. Bon, l'odeur peut incommoder, surtout en cas d'hyperosmie, le fait d'avoir un odorat surdéveloppé pendant la grossesse. Quand on masse, il faut vraiment masser, c'est-à-dire qu'il faut obtenir une certaine rougeur. Et tant qu'on n'a pas obtenu une rougeur, ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment vascularisé, irrigué la peau. Alors c'est pas du tout évident de masser la peau des seins, c'est beaucoup moins évident que la peau du ventre, la peau des hanches, et donc je pense que ça peut être quelque chose qu'on peut déléguer aux coparents, comme le massage du ventre, où on a un certain plaisir à avoir, si on fait de l'autonomie, ou même si on n'en fait pas, un contact plus proche, c'est un plaisir de s'occuper aussi du coparent et de la peau du coparent. La vergeture, elle est quand même assez prédéfinie génétiquement là aussi. En fait, c'est fonction de la qualité du collagène. Et donc, ça sert à rien de culpabiliser et de mettre la pression aux femmes et de dire de huiler la peau, attention, tu vas avoir des vergetures. Je trouve que la grossesse et le postpartum, c'est pas toujours facile. Et c'est encore une fois beaucoup d'injonctions faites aux femmes. Je trouve que il faut quand même déculpabiliser dans le message qu'on amène sur l'aspect de la peau qui change. En fait, la peau, c'est un organe qui va changer tout au long de la vie. Et donc, pendant la grossesse, évidemment, ça change comme dans plein d'autres périodes de vie. Alors, une fois que les vergetures sont là, qu'est-ce qu'on fait ? On peut consulter sans tarder un dermatologue esthétique, surtout si les vergetures sont encore rouges. Et dans ce cas-là, on va avoir un plan personnalisé de dermatologie correctrice et on peut intervenir sur la couleur, sur le relief. Et une fois de plus, on se rassure parce que quand la glande mammaire va perdre un peu de son volume, les petites vergetures en accordéon, elles seront quasi imperceptibles. Et pour finir, je vais finir par ce qu'on dit toujours en dermatologie, c'est la protection solaire. On protège le décolleté du soleil. C'est vrai qu'on a tendance à protéger le visage pour le mélasma, mais on oublie que le décolleté va aussi être très exposé aux UV quand on allaite, parce qu'on a tendance à porter des choses où on va avoir un accès assez rapide au sein. Et de ce fait, ces UVA peuvent venir endommager la qualité du collagène et donc retarder la cicatrisation et flétrir un petit peu la peau du décolleté et ne pas arranger ces fameuses vergetures aussi. Avec un petit bémol, toujours faire attention à ce qu'on applique sur les seins parce que ça peut changer le goût du lait, mais ça peut aussi être des perturbateurs endocriniens qu'on vient mettre sur la peau. Donc l'idéal, c'est quand même, en termes de protection solaire, une couverture vestimentaire légère, mais une couverture vestimentaire. Merci Sarah pour toutes ces informations. Merci Eva également de nous avoir apporté votre savoir aujourd'hui qui est précieux. Et alors, ça donne quoi toi tes nénés ? C'était l'heure de la petite tétée. N'hésite pas à noter ou commenter notre podcast et à le partager pour que Boub Boub soit écouté par des mamans qui allaitent ou futures mamans qui souhaitent allaiter pour pouvoir allaiter en toute sérénité, bien informées. C'était l'heure de la tétée.